Bien, nous allons donc passer au sujet qui nous réunit ce soir. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand de Kermen, qui a eu une vie bien remplie de consultant dans l'entreprise et qui depuis une quinzaine d'années est plutôt dans le monde coopératif et mutualiste, où notamment il s'est occupé de problèmes agricoles et d'échanges de denrées alimentaires dans le monde. Et donc il est tout à fait qualifié. Il avait en plus écrit un excellent article dans la revue Études de nos bons pères jésuites il y a quelques mois sur le traité transatlantique. Et effectivement, il nous a semblé intéressant de parler de ce sujet parce qu'en fait, sur ce traité-là, il y a beaucoup de fantasmes qui viennent en partie du fait que la Commission européenne a été tout sauf transparente sur ces négociations. Et puisqu'à un moment donné, quand même, Nicole Bricq, ministre française du commerce extérieur, bon, je sais bien que la France est peut-être un pays en déclin, mais enfin, normalement, elle aurait dû avoir un certain nombre de choses, disait qu'elle n'avait aucun texte sur le sujet. Donc, il faut, ce soir, nous allons donc avoir une première partie qui sera une partie d'information, et puis la deuxième partie, au niveau de ce traité et des conséquences, je crois qu'il s'insère dans quelque chose de plus global, qui sont des réflexions géostratégiques qu'on avait d'ailleurs eu un petit peu avec Andrei Gratchov, donc, qui était le conseiller de Gorbatchev au moment de la perestroïka, lorsqu'on a vu sur les rapports entre la Russie et l'Europe. Donc, que nous puissions aussi voir ou essayer de comprendre peut-être pourquoi les Américains ont envie de signer ce traité avec l'Europe actuellement, pour des raisons certes économiques, mais sans doute pour des raisons politiques ou stratégiques. Et ensuite, eh bien, nous aurons comme d'habitude un débat et vous poserez toutes les questions que vous voudrez. Donc je vous laisse la parole et vous remercie d'être venu nous rejoindre. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Et je vais peut-être ajouter deux mots sur la présentation. Je suis maintenant retraité, jeune retraité, mais enfin, plus les années passent, plus le mot jeune retraité bouge également, mais peu importe. Et je suis également président d'une association qui s'appelle le Comité Pauvreté et Politique. C'est une association qui a été créée en 1994 par un chef d'entreprise qui prenait sa retraite et dont l'activité et de formuler des propositions d'ordre politique au sens noble du terme, transcendant si vous voulez, nos clivages, pour s'attaquer aux causes de la pauvreté et pas seulement pour amoindrir, je dirais, leurs effets. Donc tout ça touche à plein de choses, puisque la pauvreté, ça touche à des choix de société, ça touche à des choix individuels et ça touche bien sûr à un système économique. Et c'est tout cela, et puis il y a plein d'autres choses d'ailleurs, intolérance, etc. Mais enfin, je mettrai ça dans les choix de société. Et voilà. Et donc le spectre est très large. Et au cas particulier, là, nous nous sommes intéressés effectivement à cette négociation sur l'accord transatlantique. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Alors, ce que j'avais envie de vous proposer en quelques minutes, mais il faut quand même le faire, on va retracer le contexte et le cadre de cet accord. Pourquoi cet accord? Pourquoi est-ce qu'il arrive comme ça? Où est-ce qu'on en est? Et pourquoi on en est arrivé là? Ensuite, cet accord, en fait, il comprend deux grandes parties. Une première partie qui concerne le commerce proprement dit et les mesures que l'on va prendre pour faciliter et augmenter le commerce mondial, au cas particulier le commerce entre les États-Unis et la France. Et l'Europe, oui, je vous prie de m'excuser. Ça, c'est un peu rétréci, je suis d'accord. Bon, cet aspect-là est extrêmement difficile, mais ce que j'avais écrit d'ailleurs dans la revue Études, il n'est pas hors de portée. C'est quelque chose que l'on connaît bien à l'Organisation mondiale du commerce. C'est quand même des choses que l'on fait depuis des années. Il y a des problèmes, ils sont en général identifiés et on peut les résoudre. Ou constater qu'on ne peut pas les résoudre. Enfin, c'est pas quelque chose qui doit être très stressant. Et on y viendra. Le deuxième aspect, c'est une toute autre affaire. C'est que les négociateurs ont jugé bon d'inclure un mécanisme d'arbitrage, d'abord un mécanisme de protection des investissements. Or, je ne suis pas certain que la protection des investissements doive figurer dans un accord sur le commerce. On pourrait très bien imaginer un accord à part sur les investisseurs. On nous a fourgué ça comme ça.
Et cet accord sur les investissements s'accompagne d'un système judiciaire pour régler les litiges entre les investisseurs et les États, qui à nos yeux soulève de très très nombreuses questions. Et puisque vous parliez des événements qui viennent de se dérouler, et j'irai sur ce terrain, je voudrais être certain que ce système correspond aux valeurs de la République, et on en parlera, puisqu'on a été 4 millions à défiler sur la liberté d'expression, d'accord, mais sur les valeurs de la République. C'était ça le fond du problème. Les gens, ils n'ont pas tous défilé pour Charlie Hebdo. Il y en a qui n'aimaient pas Charlie Hebdo, mais qui avaient compris qu'à travers ça, c'était la démocratie qui était en cause. C'était des choses fondamentales. Et donc, on peut se demander si, au passage, on n'est pas en train de donner quelques coups de canif dans les valeurs de la République. Je vous le propose, je n'ai pas dit que j'ai la vérité révélée, mais enfin, on peut aller sur ce terrain-là, je pense que c'est important aussi. Alors si vous êtes d'accord avec cette approche, et je vais faire un tout petit préalable, parce que je comptais en parler, mais vous venez de le dire, il faut savoir que je ne vais vous parler que de commerce et d'investissement, mais je pense comme vous qu'il y a tout un aspect géopolitique. Et effectivement, au-delà du commerce, le commerce est un outil, en réalité, pour des actions politiques beaucoup plus grandes, semble-t-il, de la part des États-Unis. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve, si vous lisez la presse de temps en temps, des déclarations de Poutine qui dit « Martin, mais l'Europe, mais pourquoi vous n'êtes pas chez nous là? Qu'est-ce qui vous prend de vous mettre sous la coupe des Américains? Mais votre vocation est de venir chez nous. » Donc on voit bien qu'il y a bien des enjeux qui dépassent le simple enjeu du commerce et des investissements. Mais enfin, bon, c'est pas mon propos aujourd'hui, mais je pense que c'est vrai, ce sont des ambassadeurs qui me l'ont dit, ce sont des diplomates qui m'ont parlé de ça. Alors, on va replacer, parce qu'on n'a qu'une demi-heure quand même de présentation, on va, si vous le voulez bien, passer quelques minutes rapides sur le contexte. Rappelons ce que vous savez tous, je vais le redire quand même, que la guerre de 1940, la Deuxième Guerre mondiale, a eu notamment pour origine la crise de 29, laquelle crise de 29 avait entraîné, semble-t-il, un repli sur soi-même, une fermeture des frontières, et il s'est passé tout ce qui s'est passé, du chômage, etc., Hitler et compagnie. Et donc, après la guerre, les chefs d'État ont dit, finalement, il faudrait quand même ne plus revoir ça, et on a créé l'institution qui s'appelait à l'époque le GATT. Le GATT était un organisme international auquel adhéraient les pays. Et au sein de cet organisme, on appelait ça des rounds, tous les 5 ans, il y avait des négociations. Et on essayait, au sein du GATT, de négocier une facilitation du commerce et des échanges mondiaux. Les accords du GATT n'avaient pas de caractère obligatoire, mais on avançait un peu. Est-ce que c'était suffisant, extraordinaire? Je n'en sais rien, mais on avançait un peu. Là-dessus, nous arrivons dans les années 80, où vous avez une influence très forte d'un courant de pensée très libéral, de sources anglo-saxonnes. Je pense aux États-Unis, je pense à la Grande-Bretagne, je pense à Reagan, je pense à Mme Thatcher, pour prendre deux icônes. C'est pas que ça se ramène pas à ça. Et l'idée est venue de dire, mais le GATT, ça ne fonctionne plus, ça fonctionne mal, et c'est pas sérieux, il faut franchir un pas suivant. Et il y a une réunion en 86 à Punta del Este, qui a décidé d'engager une négociation et de créer une nouvelle organisation. Tout ça a duré 8 ans, et en 1994, on a créé l'Organisation mondiale du commerce. Et là, cette fois-ci, on allait changer les choses, parce qu'on avait quelque chose de plus structuré, on avait en plus 20 ans d'expérience de ce qui s'était bien passé et mal passé au GATT, si vous voulez. Et on a créé cette Organisation mondiale du commerce, à laquelle, je tiens à dire tout de suite, et j'y reviendrai tout à l'heure, on a adossé un organisme de règlement des différends. Parce qu'il est évident que dès lors que l'on allait négocier des accords qui, cette fois-ci, allaient être obligatoires, allaient être mesurables, allaient être mesurés et pouvaient être sanctionnés, parce que c'était ça, l'Organisation mondiale du commerce, il fallait quand même bien dire, oui d'accord, mais bon, si quelqu'un ne respecte pas, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il fallait bien créer une instance qui tranche ces problèmes-là. Et on a donc créé une organisation qui s'appelle l'organe de règlement des différends, qui est un système d'arbitrage, c'est vrai, mais un système d'arbitrage qui ne donne aucun coup de canif dans les valeurs de la République, en ce sens que seuls peuvent accéder à ce système les États souverains. Vous avez 150 États qui signent un accord. Mettons qu'un État ne respecte pas ou mal cet accord, un autre État ne l'accepte pas, il saisit l'arbitrage de l'Organisation mondiale du commerce
et il fait trancher ce litige. Nous sommes donc là en présence de deux États souverains qui règlent ensemble leurs problèmes, qui est un problème d'interprétation d'un accord qu'ils ont signé tous les deux. Il y a quand même une cohérence globale dans ce système-là. Bien entendu, ce sont les entreprises qui demandent à leurs États d'agir, puisque lorsqu'un État ne respecte pas, c'est que quelque part, il y a une multinationale ou il y a une entreprise qui dit non, ça ne va pas, ça devrait se passer autrement. Mais ce sont les États qui agissent. C'est fondamental parce que vous allez voir que ce n'est pas comme ça. Et je voudrais rappeler, évidemment, quand on avance en âge, on peut raconter des histoires d'anciens combattants. Et donc, dans les années 80, à l'époque où M. Juppé était Premier ministre, juste avant l'arrivée de M. Jospin, il y a eu un projet d'accord multilatéral sur les investissements qui se déroulait dans le plus grand secret et qui se déroulait à l'OCDE. Et puis un jour, des organisations syndicales sont tombées dessus, c'est le même phénomène qui s'est passé, et ça a fait un drame en France. Cet accord s'appelait AMI, Accord multinational sur les investissements. Ça a fait des drames, des manifs, de tout ce que vous voulez. Et au bout d'un moment, Jospin, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit bon allez, on arrête tout ça, pas entendre parler, on a assez d'ennuis comme ça. Et c'est comme ça que c'est passé. Et l'accord est tombé dans les oubliettes. Et en fait, c'est cet accord AMI qu'on est en train de remettre d'aplomb. Et ce que naturellement les syndicats et les organisations de société civile ont vu. Donc voilà où nous en sommes. Alors là-dessus, nous avons l'OMC, nous avons l'AMI qu'on laisse tomber, et en 1994, on crée l'OMC, comme je viens de vous le dire. On essaie de négocier un nouveau round qui a fonctionné, et puis on continue, et tout ça s'enlise, et vous avez entendu dans la presse qu'à l'OMC, les négociations s'enlisent, les pays en développement refusent un certain nombre de choses, ça ne marchait pas. D'où l'idée de développer des accords bilatéraux. Parce qu'en fait, les acteurs économiques, je vais employer le mot multinational, c'est pas la méchante multinationale contre la gentille PME, enfin c'est comme bien les multinationales qui font le business mondial, et donc les multinationales disaient, bon, ça ne peut pas durer, les États n'avancent pas, on va négocier bilatéralement. Et on a commencé à négocier des accords bilatéraux. Il y a eu l'ALENA, si vous vous souvenez, dans la dernière décennie, il y a eu 2 ou 3 accords importants. Est arrivé, d'une part, un accord entre l'Union européenne et le Canada, qui a démarré il y a quelques années et dont la négociation s'est achevée au mois de septembre 2013, je crois, signé. Et parallèlement, début novembre 2013, on a démarré un accord avec les États-Unis, accord avec les États-Unis, que l'on appelle le TTIP, TTIP, ou TAFTA, c'est un accord transatlantique en tout cas. L'idée étant double, la philosophie de cet accord étant double, il s'agit de créer la plus grande zone de libre-échange jamais construite depuis le début de l'humanité. Alors démarrer ça dans l'opacité, ça discute, on est en train de faire un truc qui n'a jamais été fait avec cette ampleur. On a créé la plus grande zone de libre-échange, premièrement. Et deuxièmement, l'idée des négociateurs est de dire, nous avons intérêt à faire ça, parce que nous allons y gagner, ça c'est pas aussi évident que ça, mais parce que nous allons, grâce à ça, imposer nos normes au reste de la planète. En réalité, on va se mettre d'accord sur des normes de fabrication des produits, et dès lors que sur la plus grande zone mondiale de libre-échange, ces normes seront en vigueur, les autres ne pourront pas faire autrement que de respecter ces normes. C'est du moins ce qui est affiché. Voilà globalement comment se pose le problème. Et la Commission a reçu un mandat des 28 chefs d'État pour cette négociation. Et je voudrais tout de suite attirer votre attention sur le contenu de ce mandat, parce que Mme Mellström, qui est aujourd'hui la commissaire en charge de la négociation, pêche par omission, on va dire, par non-précision. Mme Mellström, lorsqu'on critique le fameux système d'arbitrage, j'y viendrai tout à l'heure, dit « Mais attendez, vous êtes gentils, vous, mais les 28 chefs d'État l'ont voulu, c'est dans le mandat, moi je ne peux pas le retirer. » Pas tout à fait comme ça que ça se passe. Si vous lisez le mandat qui est là sous mes yeux, vous y voyez l'article 1. L'accord contiendra exclusivement... Gna 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 gna. Très bien. Article 2. L'accord doit être global, équilibré... Gna 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 gna. L'accord prévoit la libération. Tout ça, c'est impératif. Vous êtes bien d'accord. On continue. Le préambule rappellera l'engagement, etc., etc.
Maintenant, on continue, on arrive aux objectifs. L'accord devrait reconnaître que le développement durable est un objectif fondamental. Il devra pas, il devrait. Pas tout à fait la même chose, comme si on a mis devrait, enfin les gens qui ont rédigé ça ne sont pas des imbéciles quand même, donc un mot est un mot. On continue. Droit de douane. Le but sera d'éliminer tous les droits sur le commerce bilatéral. Les négociations viseront à concilier les approches des NENA. Afin de maximiser les engagements de libération, l'accord devrait contenir une clause de sauvegarde bilatérale. Vous voyez bien qu'il y a des devraient et des devras où l'accord doit. Et lorsqu'on arrive au système d'arbitrage, on est dans un devrait. Donc je suis désolé, certes les chefs d'État l'ont signé, mais la France ne ment pas lorsqu'elle dit on n'était pas demandeur, on n'était pas plus fanat que ça, il y a eu des pressions, on l'a signé, mais c'est devrait et non pas devra. C'est important parce que ce n'est pas le discours de la Commission européenne, et je peux me tromper, mais enfin, je lis, hein, c'est du français, c'est pas très important. Voilà pour les préalables. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord qui doit faciliter les échanges ? Les droits de douane, c'est en fait très faible, parce que depuis de nombreuses années, notamment en application des accords de l'OMC, nous avons considérablement réduit nos droits de douane entre les États-Unis et l'Europe. Alors il y a quelques points à gratter, mais honnêtement, ce n'est pas ça l'essentiel. Alors quel est le contenu de cet accord ? Le contenu de cet accord, c'est de dire qu'il faut faciliter les choses parce que les entraves aux échanges, c'est bien évidemment les droits de douane, mais c'est aussi plein de mesures réglementaires, apparemment intelligentes, destinées à protéger le consommateur ou ceci ou cela, mais qui sont en réalité des systèmes d'obstruction cachés pour empêcher les produits de l'étranger de rentrer chez nous. Et là, il faut reconnaître que tous les pays jouent à ce jeu-là avantageusement. Et donc là, les entreprises disent, écoutez, c'est ça qu'il faut casser. Il y a des paperasseries administratives, il y a vraiment des choses scandaleuses. Pour vous donner un petit exemple qui n'est pas avec les États-Unis, mais qui était avec l'Angleterre, j'étais dans le milieu laitier. Il faut savoir que dans les années 80, pour vendre du lait UHT, donc chauffé à 130 degrés, du lait UHT en Angleterre, on envoyait un pack de lait UHT, et là-bas en Angleterre, on devait couper le paquet, remettre le lait dans une cuve, chauffer le lait et le réemballer. Si vous n'appelez pas ça une mesure d'entrave aux échanges, ou bien être pendu. Alors, à l'époque, on avait fait un procès en Europe et on avait fini par gagner. Mais vous voyez, je veux dire, les États ont adoré jouer à ce jeu au nom de mesures un peu dilatoires. Alors, il faut donc améliorer les normes, se mettre d'accord sur le contenu des normes. Alors, il y a deux solutions pour le faire. Soit vous négociez sur les normes. Nous avons des normes de fabrication des verres en Europe, et les Américains, disons, ont d'autres normes. Donc nous disons, si vous ne respectez pas nos normes, vos produits ne rentreront pas. Deux solutions pour régler le problème. Soit on va négocier ensemble les normes sur ces verres, pour que nos normes soient identiques, soit on ne va pas s'embêter à faire ça, mais on va appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle. On va dire, écoutez, messieurs les Américains, vos normes ne sont pas les mêmes que les nôtres. Enfin, on constate quand même que les Américains ne meurent pas. Donc, on va admettre que si vos verres sont admis, sont acceptés sur le marché américain parce qu'ils respectent les normes américaines, de droit, ils sont acceptés sur le marché européen. Et vice-versa. Alors, l'exemple bateau, l'exemple typique que la Commission adore prendre, parce que là-dessus, il n'y a pas débat, c'est l'exemple de l'automobile. Parce qu'effectivement, quand une automobile américaine est mise sur le marché, elle apporte quand même des garanties de sécurité qui sont claires, qui ne posent pas vraiment de problème. Les voitures américaines sont des voitures que nous avons sur notre marché et qui ne posent pas de problème. Idem pour les voitures européennes. Donc il est évident que si on applique la notion de reconnaissance, il y a des crash tests aussi aux États-Unis, en Europe, etc. Si on applique le système de la reconnaissance mutuelle, on va convenir dans l'accord que toute automobile admise à rouler sur le territoire américain doit de droit être admise à rouler sur le territoire européen et vice-versa. Il faut reconnaître que tel que je vous le présente, c'est quand même plutôt un progrès. Seulement, il n'y a pas que l'automobile, il y a aussi l'agroalimentaire. Et là, c'est une toute autre affaire, qui est c'est un milieu que je connais bien, et c'est une toute autre affaire. En fait, le problème, d'ailleurs, il peut être circonscrit assez vite.
En gros, en France, et là je parle sous votre contrôle, puisque vous venez de l'INRA, vous en savez plus que moi là-dessus, mais en gros, en France, dans le secteur agricole et agroalimentaire, la culture, en tout cas française, c'est d'assurer la qualité du champ à l'assiette ou de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire qu'on demande à l'agriculteur de travailler sa qualité. On demande aux transformateurs de travailler sa qualité, on demande aux distributeurs de travailler sa qualité. Et pour tout cela, on a mis en place des systèmes d'assurance qualité qui garantissent que des normes sont respectées tout au long de la chaîne, de l'agriculteur jusque chez Carrefour, si vous voulez. Et ces normes d'assurance qualité existent depuis très longtemps dans l'aéronautique, par exemple, et donc on les a appliquées à l'agroalimentaire. Ça, c'est la culture française. Les Américains, et je vais caricaturer, ont une approche différente. Leur problème, c'est pas de s'embêter avec ça. Et quand le poulet est prêt à être emballé, on le trempe dans le chlore, on tue toutes les bestioles, on l'emballe et on le met sur le marché. Bien évidemment, c'est meilleur marché. Et bien évidemment, la qualité, pas forcément la sécurité, mais la qualité n'est plus du tout la même. Je prends l'exemple du poulet chloré, vous l'avez quand même tous vu dans la presse. Autre exemple, les bovins élevés avec des piqûres d'hormones de croissance. Si en France, en Europe, en Belgique, un vétérinaire s'amuse à piquer un bovin avec des hormones de croissance, il va en prison. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Si donc on venait à accepter le principe de la reconnaissance mutuelle, cela voudrait dire qu'on dirait on peut accepter dans nos assiettes de la viande provenant de bovins élevés avec des hormones de croissance, c'est quand même beaucoup moins cher. Et par contre, on continue d'envoyer en prison les gens qui font ça en Europe. Ça ne va pas durer 3 ans. Puisqu'on va l'accepter dans nos assiettes, il est bien évident que les producteurs européens diront « Attendez, puisque vous acceptez des Américains, vous n'avez aucune raison de nous l'interdire ». Et donc, nous assisterons à un nivellement par le bas. En fait, la reconnaissance mutuelle, que ce soit pour les poulets chlorés ou que ce soit dans mon exemple d'hormones, ça se terminera avec un nivellement par le bas. C'est la qualité qui en pâtira. Je passe sur le débat des OGM qui est un peu plus compliqué, qui est en plus excessivement polémique et très difficile, mais c'est quand même la même chose. Si on admet que des produits OGM américains peuvent être mis sur le c'est un peu le cas déjà, sur le marché français, voulez-vous m'expliquer au nom de quoi on interdira à des agriculteurs de planter des maïs OGM? Je parle en général, parce qu'il y a plus ou moins qui sont acceptés, etc. Mais enfin, globalement, on n'accepte pas les mêmes OGM que les Américains. Si on accepte que leurs produits arrivent sur notre marché, il n'y a aucune raison scientifique ou objective de l'interdire à nos agriculteurs. Au contraire, on leur tire une balle dans le pied. Donc le danger est complètement à ce niveau-là, puisque la négociation de normes communes paraît difficile, que le négociateur européen dit « Ouais, les OGM, c'est pas négociable, les hormones, c'est pas négociable. » Ah bon, Coco, c'est pas négociable. Alors tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux obliger les Américains à renoncer à leurs hormones? Tu n'y arriveras pas. On est dans l'impasse, où on se moque de nous. Mais dire les normes agroalimentaires, la sécurité alimentaire n'est en aucun cas négociable, c'est se foutre du monde, ou dire on retire l'agroalimentaire de la négociation. Je ne fais pas dans la dentelle dans mon discours, mais c'est quand même, je pense, assez vrai. Donc on ne sait pas où et c'est pourquoi toutes les associations de la société civile ou les syndicats autres ont très peur, parce qu'ils se disent c'est pas possible de continuer de négocier en disant ça c'est pas négociable. C'est absolu. Et quand vous lisez la presse et quand vous regardez ce qu'écrivent les Américains, ils disent ouais, mais on comprend, on ne touchera pas aux normes européennes. Mais il faut que le consommateur puisse choisir. Donc il faut que le consommateur ait un choix. Donc il faut que notre produit soit sur le marché. Ben, évidemment, son produit sera beaucoup moins cher. Et que font les gens, surtout quand ils sont au chômage et qu'ils n'ont pas d'argent, ils achètent le moins cher. Et puis boum, au bout de quelques années, c'est toute votre qualité qui partira par le bas. Et c'est de toute façon toute votre réglementation que vous serez obligé d'une manière ou d'une autre de supprimer. Il ne sera pas acceptable d'envoyer quelqu'un en prison parce qu'il a piqué une vache avec des hormones si vous acceptez de la viande hormonée dans vos assiettes. C'est pas possible. Donc, autant, voyez-vous, pour l'automobile, ça pose pas de problème, autant pour l'agroalimentaire, ça pose d'énormes problèmes. On dit aussi que dans le domaine médical,
et là je tiens cette information de manière informelle de l'OMC, il va aussi y avoir des dégâts et que ça pourrait effectivement faire en sorte que les gens, en tout cas les populations les moyennes ou les plus pauvres, aient moins facilement accès aux médicaments après la signature de cet accord, mais je ne suis pas capable de vous dire pourquoi. C'est sur les brevets? Oui, je pense c'est sur les dates je de pense brevets, que ça touche comme ça. aux dates de brevet, exactement. Parce qu'ils veulent élargir le champ des brevets et en plus allonger les durées de brevets. Et ensuite, vous avez le problème aussi des ce qu'on appelle les produits sans marque, là, Génériques. les génériques. Parce que les laboratoires, ils s'en occupent aujourd'hui. Donc voilà la situation. Elle n'est pas claire du tout. Il semblerait qu'avec le Canada, sauf qu'il y a 1500 pages à lire. Vous vous rendez compte, 1500 pages à lire, je veux dire, il faut quand même être une administration pour pouvoir se palucher 1500 pages, surtout sur des domaines que vous ne connaissez pas forcément. Il y en a qu'on connaît, mais d'autres qu'on ne connaît pas. Et puis les textes sont très mal écrits. Pourquoi est-ce qu'ils sont mal écrits? Parce que ce sont des négociations et des compromis. Donc vous avez des phrases de 40 mots, de 50 mots. Comment voulez-vous faire une réglementation juridique qui tient la route avec des phrases de 50 mots? Enfin, regardez le Code civil de Napoléon, c'était 10 mots par phrase. Et bien entendu, si vous avez des trucs alambiqués, forcément, ça donnera lieu à litige et forcément, ça sera compliqué. C'est pas du travail, tout ça, à mon avis. Ça, donc, voilà comment, ce que l'on peut dire, je dirais, sur le contenu de l'accord. C'est d'ailleurs bien pour toutes ces raisons qu'à l'Organisation mondiale du commerce, en multilatéral, les choses sont assez compliquées parce que, en même temps, également, les pays en développement ont compris que dans un certain nombre de cas, ils se sont fait avoir dans les années précédentes et maintenant, ils commencent à taper du poing sur la table. J'ajouterai quelque chose que je trouve extrêmement gênant, qui est le point suivant. Et puis après, on passera aux investissements. Nous sommes en train de négocier un accord qui va créer la plus grande zone de libre-échange mondiale et dont on nous dit qu'en fait il aura vocation à attirer les autres. Donc en fait on est en train de négocier de fait un futur accord qui sera le modèle du futur accord de l'OMC, puisqu'il sera incontournable. Or on le négocie sur les modèles anciens. La négociation elle se passe sur le modèle des accords de Marrakech, c'est-à-dire des accords de 1994. Or, début 2014, M. Klaus Schwab, président fondateur du Forum mondial économique de Davos, pas le gauchiste du coin, d'accord, publie dans les Échos une chronique le 20 janvier 2014, c'est-à-dire au moment de l'ouverture du Forum de Davos. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous le passe, je vais vous citer une citation. Il explique que la poudrière que représentent les 75 millions de jeunes sans emploi dans le monde sont autant de risques de déflagration à court terme et tout indique que ce type de menace ne fait que croître. Il venait aussi de faire un peu de géostratégie. Alors effectivement, il se passe tout ce qu'il avait dit déjà dans la première partie de son discours. Mais écoutez la suite. Klaus Schwab, j'estime que cette situation est le résultat d'un échec collectif face à la façon de gérer les conséquences de la mondialisation. Un échec qui s'est construit pas à pas au cours des dizaines d'années qui viennent de s'écouler. Mais écoutez la suite. Écoutez la suite. Au fond, le message délivré par les militants anti-mondialisation au tournant du siècle dernier était juste. Il est en train de nous dire que José Bové à Seattle, en 1999, avait raison. Et j'ai connu cette époque. Croyez-moi, il fallait voir la FNSEA par rapport à José Bové. C'était pas tout à fait la même chose. Et le gouvernement qui hurlait en disant mais ce type, c'est un gauchiste, gna gna. Klaus Schwab vous dit au fond, il avait raison. C'est quand même impressionnant. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que personne n'a réagi. Il n'y a pas eu un chef d'État pour dire mais la mondialisation, c'est nous qui signons les accords. C'est pas les multinationales, c'est nous. Or, qu'est-ce qu'il dit, M. Klaus Schwab? Qu'est-ce qu'il dit? Et ça va nous ramener aux valeurs de la République. Votre mission sera de réorganiser le monde. À qui est-ce qu'il s'adresse? Aux multinationales. Il s'adresse à ses clients. Et il dit, l'absence de crise immédiate doit conduire les dirigeants participants à s'interroger sur le long terme, etc. Et vous aurez à refaire la mondialisation. Mais on se pince. C'est pas aux multinationales de tracer le cadre de la mondialisation, c'est aux chefs d'État. C'est un problème politique, c'est aux États souverains de définir ces règles. Et qu'est-ce qu'on peut reprocher dans la mondialisation si c'est un échec? Puisqu'on nous dit que c'est un échec, à juste titre. Eh bien, c'est que le drame des accords de commerce,
c'est que on ne prend pas en compte les dimensions sociales ou sociétales et les dimensions environnementales. En d'autres termes, et on l'a vu avec l'incendie au Bangladesh, en d'autres termes, vous pouvez, je vais forcer le trait, je vais caricaturer, je sais que c'est plus comme ça, enfin, c'est moins comme ça. Vous pouvez, dans un pays du tiers-monde, de grande pauvreté, avoir de quasi-esclaves, faire travailler des enfants et envoyer vos produits, fabriqués de la sorte, en Europe. Et en Europe, vous ne pouvez pas les refuser. Vous ne pouvez pas les refuser au nom des droits de l'homme, même si vous savez, si vous avez la preuve que les droits de l'homme sont bafoués. Parce que si vous le refusez, l'organisme de règlement des différends de l'OMC vous condamnera, soit à de fortes amendes, soit à les accepter. Et voilà pourquoi la mondialisation est un système qui amène les choses vers le bas. Ça hisse vers le haut parce que ça crée de la croissance, mais ça amène aussi d'autres gens vers le bas. Donc, la cause de tout ça, c'est ce que dit le Forum de Davos cette année. Les deux problèmes majeurs de la mondialisation, les deux défis mondiaux de l'année 2015, c'est les inégalités et le chômage. Voilà ce que redit M. Klaus Schwab en janvier 2015. Comprenez que c'est quand même, c'est vachement important ce truc-là, c'est fondamental. On est en train de construire un truc qui ne prend pas en compte l'homme ou l'environnement. Ça n'est pas possible, ça ne peut pas durer. Et l'accord transatlantique est basé là-dessus. Donc, je pense quand même qu'il manque un vrai débat de société. Sur le principe, on est tous d'accord pour dire que c'est pas mal de développer le commerce mondial, que les échanges, ça enrichit plutôt que ça appauvrit, que oui, le retrait, le repli sur soi-même, ça a créé la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, c'est probable. Ceci dit, il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut tenir compte quand même de ce que disent les représentants de 2000 multinationales mondiales. Et ils nous disent c'est un échec. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais faire du mauvais esprit 1 minute et j'arrêterai. Notre président va à Davos la semaine prochaine et il a l'intention de vanter la compétitivité de la France. Sauf que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ça. C'est quoi ? Que va dire la France sur l'échec de la mondialisation ? C'est pas de dire la France est compétitive ou pas et venez les multinationales. C'est pas ça. Ça se fait ailleurs, ça, où c'est un problème de G20. Mais c'est pas le problème de Davos. Le problème de Davos, c'est de dire la mondialisation ça va pas, monsieur Klaus Schwab vous avez dit que ça va pas, ben la France elle pense, par exemple ce qu'a dit l'ancien président, elle pense qu'il faut mettre sur un pied d'égalité le droit du commerce, le droit social et le droit environnemental, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aussi simple que ça. Après ça, il ne s'agit pas d'appliquer le SMIC français en Inde, on est d'accord, mais il faut avancer, il faut essayer de progresser. Voilà par exemple ce qu'il pourrait dire. Voilà tout ce que l'on peut dire sur ça. Enfin, tout ce que l'on peut dire, on pourrait dire plein d'autres choses, mais je voudrais passer maintenant, parce que l'heure tourne, et si on veut avoir le temps d'un débat, on reviendra sur le débat là-dessus. Voilà ce que l'on peut dire sur, globalement, les enjeux de cet accord. En ajoutant encore une chose, puisqu'on ne tient pas compte, je vous le signale quand même, puisqu'on ne tient pas compte des affaires sociales, rappelons qu'à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, il existe ce qu'on appelle 8 conventions fondamentales. Il y a 150 ou 200 ou 300 normes, si vous voulez, mais il y en a 8 fondamentales. L'une sur le droit syndical, l'autre sur le travail des enfants. Enfin, des normes basiques. Les unes remontent à 1942, 43, 45, 50, etc. D'autres à mes années 30. La France les a signées toutes les 8. Les États-Unis n'en ont signé que 2. Et sans moufter, on leur dit « Ouais, venez chez nous, c'est pas un problème ». On pourrait quand même demander, c'est quand même pas aventureux de demander aux États-Unis de respecter les règles de l'Organisation internationale du travail, qui, je vous assure, n'est pas le régime social de la SNCF, de EDF ou de je ne sais quoi encore. Je vous assure, c'est basique quand même. Et on ne peut pas continuer dans un système où même lorsque une usine a brûlé, on est obligé d'accepter les produits. Enfin, ça paraît contraire, ça ne durera pas, quoi. Voilà, je suis très partisan, mon discours. Je reconnais que je ne m'en cache pas, si vous voulez. Je dis que cet accord, c'est bien de développer le commerce, mais vous voyez bien que je suis quand même assez partisan. Alors passons maintenant au système d'arbitrage. Deuxième volet, mesdames et messieurs, on ne peut pas négocier sur le commerce sans parler des investisseurs, les pauvres investisseurs. Il faut absolument qu'on défende leurs intérêts. Très bien. Donc vous êtes en train de soutenir que nos démocraties sont des États voyous.
C'est ce que vous êtes en train de dire, puisque vous dites qu'il faut absolument défendre leurs intérêts. Ça veut dire qu'on ne défend pas leurs intérêts. Ça veut dire qu'on se fout des investisseurs étrangers. Moi, j'ai pas vu ça en France, quand même. Je ne connais pas beaucoup d'investisseurs étrangers qui aient publié dans la presse qu'ils avaient été spoliés en France. Vous lisez la presse depuis 30 ans, vous verrez jamais ça. Et d'ailleurs, quand vous lisez la presse de la Commission, ils vous disent, oui, mais on a des systèmes judiciaires qui sont très bien, mais c'est pas impossible que ça soit pas suffisant. Donc il faudrait vraiment d'office, pour anticiper, créer quelque chose. Et donc, on invente un système d'arbitrage État-entreprise. Et c'est là où je reviens aux valeurs de la République. On invente un système qui consiste à dire, si un investisseur étranger subit un préjudice en raison d'une loi dans un des 28 pays membres, ça sera vrai, eh bien, au lieu de s'adresser aux tribunaux, il va saisir un tribunal d'arbitrage. En clair, on va reproduire l'affaire Tapie, avec la corruption qui va avec. Je suis désolé, il y a quand même un des arbitres qui est aujourd'hui en examen. Et on est en train de vouloir revoir les affaires. Et donc, l'idée, c'est ça. Alors, un des grands arguments de la Commission européenne, c'est de dire, mais attendez, il y en a 3000 comme ça sur la planète. Et c'est vrai. Il y a énormément d'accords qui ont été bilatéraux, d'investissements qui ont été signés par les États, dont la France, qui en a signé une centaine, qui s'appliquent, avant la création de l'Europe et ailleurs. Et personne ne s'en est vanté de ces accords sur investissement. Et il faut savoir qu'à l'origine, la création de ces tribunaux d'arbitrage entreprises-État avait pour but d'éviter les expropriations non indemnisées. Mais là, nous sommes dans les années 50. Aujourd'hui, il y a eu l'OMC qui est passé par là, l'OMC qui interdit la discrimination. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui de favoriser une entreprise nationale par rapport à une entreprise étrangère, en vertu des règles de l'OMC, de toute façon, et comme tout le monde est signataire des règles de l'OMC. Donc, ce système n'a plus vraiment sa raison d'être. Et la réalité, c'est qu'on observe aujourd'hui qu'il y a une augmentation des demandes d'arbitrage, des demandes qui sont faramineuses. Les Allemands, c'est pour ça qu'ils sont très opposés, ont actuellement une demande qui porte sur 4 milliards d'euros suite à leur décision de sortir du nucléaire. Pas mal quand même, une société qui réclame 4 milliards d'euros. Alors, à bien 800 millions, en pire des cas. 800 millions, c'est pas rien quand même. Vous avez, pour donner un autre exemple, Philip Morris, qui a réclamé d'énormes dommages et intérêts parce qu'en Égypte, on avait demandé, ou je ne sais plus dans quel... Non, excusez-moi, en Australie, on avait demandé de supprimer l'étiquetage des cigarettes pour des raisons de santé publique. Procès énorme. Vous avez une entreprise qui a attaqué l'Égypte quand elle a voulu mettre un salaire minimum. En fait, il se trouve que ces accords d'arbitrage sont tous très mal rédigés. Il n'y en a pas deux identiques. Et les seuls qui les connaissent vraiment bien sont les entreprises. Et effectivement, dès qu'une loi vient à baisser leurs résultats, elles attaquent l'État. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quand même bien normal quand un État prend une décision qui fait subir un préjudice à un opérateur, c'est quand même bien normal qu'on le dédommage. Ça, je suis bien d'accord. Mais je veux bien qu'en Chine, il y a un problème. Mais en France, honnêtement, ces problèmes-là, ils n'existent pas. Les tribunaux sont là, le Conseil d'État est là, la Cour de cassation est là. Vous avez la société Schumpar, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, qui est en Suisse, qui est américaine, et qui avait obtenu des permis de recherche de gaz de schiste en France. Puis, Nathalie Kosciusko-Morizet a bloqué l'affaire. Elle réclame 50 années de bénéfices. 50 années de bénéfices. Et le PDG sera mort. C'est débile. Si cette entreprise était allée devant les tribunaux français, elle aurait dit, voilà, j'avais mon permis de recherche, on me supprime mon permis de recherche, j'ai un préjudice. Le tribunal aurait dit, oui, ça c'est vrai, vous avez un préjudice. Mais votre préjudice, on va vous dire ce que c'est. Vous avez perdu une chance de trouver. C'est tout votre préjudice. Votre permis de recherche ne garantissait pas qu'il y aurait du gaz de schiste, ne garantissait pas qu'il y en aurait beaucoup, et ne garantissait pas que vous alliez l'exploiter. Par contre, c'est vrai, vous aviez un droit, on vous supprime ce droit. Et donc, on va chiffrer le préjudice, c'est-à-dire la perte que vous avez de la chance éventuelle de faire des bénéfices. Mais ça n'a... Et c'est comme ça qu'on traite les problèmes en France par les tribunaux, ce qui paraît relativement équitable. Et on est loin des 50 années de bénéfices. Donc, vous voyez que ces systèmes-là peuvent aller extrêmement loin. Alors, la difficulté, c'est qu'effectivement, on en a signé un paquet.
Et à mon avis, ce sont ces 100 accords qui sont signés en France qu'il faut remettre en cause. Il faut revoir tout ce problème et le remettre à plat. Je vous dirai après quelle est la position que le comité pauvreté politique propose là-dessus. Mais vous vous rendez compte, il est inimaginable que l'État français continue de voter des lois alors qu'il est en permanence un risque lié à une centaine d'accords d'arbitrage, tous rédigés dans des termes différents. Donc on ne peut même pas évaluer le risque. Et bien sûr, personne n'en parle à l'Assemblée nationale. On attend lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que jusque-là, finalement, ça s'était pas si mal passé que ça. De toute façon, il n'y a jamais eu de communication sur les condamnations de la France et personne ne sait si la France a été condamnée ou pas et si elle a payé. Non, de toute façon, on ne sait pas. Les problèmes que ça pose un problème de souveraineté des peuples. Les peuples, je reviens au grand principe des valeurs de la République. Les peuples sont souverains, ils élisent des députés, des gouvernements, qui sont leurs représentants, lesquels décident des lois. Et c'est comme ça que ça marche, la démocratie. Et puis il y a des élections et on change, etc., etc., etc. Avec ce système-là, l'État admet ce système d'arbitrage qu'il ne pourra jamais saisir contre une multinationale. Il n'y a que la multinationale qui peut saisir, c'est qu'un sens unique, qui peut saisir un État parce qu'elle n'est pas contente. Qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir un projet de loi? Ça va se passer par coup de fil. On va appeler le cabinet du ministre, on va dire écoutez, vous faites ce que vous voulez. Mais là, votre article 3 dans votre projet, là, vous le faites sauter. Sinon, nous, on vous prévient, une fois votre loi votée, on vous réclame des milliards. Ministre, il va modifier son article 3, ça ne coûte rien, et il n'aura pas l'ennui d'avoir à expliquer sur la... Et donc, le pouvoir, il passe bien du peuple souverain à une multinationale. Pas tout le pouvoir. On va laisser aux multinationales le soin de s'occuper de l'ordre public. Ça, c'est vachement bien. La police, c'est super bien. On ne peut surtout pas les embêter avec ça. Mais sur les lois de développement durable, il y a des enjeux majeurs. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est aussi grave sur les valeurs de la République. Ce deuxième point consacre la prééminence du droit du commerce sur les autres droits. Pourquoi? Parce que si vous votez une loi sociale, qui va mettre des nouvelles obligations dans les entreprises. C'est pas dans l'air du temps, mais peu importe, mon exemple est théorique. Vous avez une multinationale qui va dire, attends, moi j'ai investi, j'étais pas du tout... mettons un Grenelle, tiens, comme on a eu en 68, un truc comme ça. La multinationale dit, attends, moi j'ai investi en France, je n'avais pas du tout prévu un truc comme ça, donc maintenant je vous réclame des dommages et intérêts. Au nom de quoi? Au nom de la perte du profit. Ça veut dire que l'on consacre politiquement et juridiquement la prééminence du droit du commerce sur les autres droits. Eh bien, bonjour les valeurs de la République. À 4 millions dans la rue, dimanche dernier, on n'a pas abordé ce problème. Mais ça aurait été intéressant d'en discuter. Je m'enflamme un peu, on est d'accord, mais après tout, vous pourrez toujours me rentrer dans le chou tout à l'heure dans le débat. C'est pas très grave. Mais c'est important. Donc pour moi, il y a un enjeu de souveraineté, il y a un enjeu de supériorité du droit du commerce. J'ajoute que le scandale aussi, c'est que les entreprises n'ont aucune obligation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une multinationale qui ne paye pas d'impôts en France pendant 10 ans, qui ne paye pas d'impôts, mais qui profite des routes, qui profite de la justice, qui profite de la police, qui profite de je ne sais quoi, enfin, qui profite de toutes les infrastructures publiques de la France, qui ne paye pas d'impôts, donc qui n'y participe pas, et qui va oser demander des dommages et intérêts à la France parce qu'une loi n'y conviendra pas. Quand même lui demander d'être à jour de ses impôts, puis attestation fiscale, comme on fait pour les députés maintenant, ou comme on fait pour les ministres. Vous montrez que vous êtes à jour quand même. C'est délirant de ne pas imposer d'obligations. Enfin, la déclaration des droits de l'homme, c'est des déclarations de droits et devoirs. Enfin, c'est pas possible. On peut admettre des droits, mais il doit y avoir des droits, des devoirs. Les devoirs, c'est d'abord de respecter la loi. L'évasion fiscale, je suis désolé, c'est des abus. L'optimisation, je dis pas que tout est abusif, mais je veux dire, quand Google ne paye pas d'impôts, il y a quand même de l'abus quelque part. C'est plus du respect du droit, c'est un abus du droit. Donc voilà également un autre problème. Et c'est beaucoup plus grave. Il y a encore plus grave. C'est la déclaration d'un ministre belge. Alors, comment j'ai toutes ces informations? C'est archi simple. Je me suis mis sur Google des alertes sur les mots TAFTA, TTIP, accord transatlantique. Chaque matin, j'ai ma revue de presse, si vous voulez, sur le sujet, donc c'est très intéressant. Et après, je vois tout ce qui est écrit sur le sujet. Il n'y a que comme ça, sinon il faudrait passer des heures. Et donc je suis tombé sur cet article où un ministre belge dit, voilà, Monsieur Didier Reynders souligne que le business de l'arbitrage pourrait être bénéfique à Bruxelles, qui cherche à se profiler sur ce créneau. Il n'y a aucune raison qu'un arbitrage se fasse uniquement à Washington ou à New York.
Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce ministre? Il est en train de dire qu'on est en train de monter une affaire de business. Mais là, nous avons un problème majeur avec les Américains. La France, et je vais vous citer ce que j'ai lu, je ne l'ai pas vu moi-même au départ. En Europe, et on va dire en France, le droit et la justice sont des outils de civilisation et de pacification dont l'objet est que les hommes soient égaux et que le plus faible ait les mêmes droits que le plus fort. Ça, c'est la théorie, c'est quand même la vraie théorie. C'est ça le droit. C'est pas la loi de la jungle. Le droit impose un certain nombre de règles pour justement que le plus fort ne puisse pas l'emporter sur le plus faible. Et les tribunaux sont des outils d'apaisement. Ils règlent un problème et on n'en parle plus. Aux États-Unis, on sait l'économie de création de richesse s'est largement transformée par une économie de prédation par la chicane. Et c'est ce que et l'homme important aux États-Unis dans les années 60, qui est dans l'économie, qui était l'ingénieur, il a changé. Aujourd'hui, c'est le lawyer, c'est l'avocat. C'est lui l'homme important dans l'économie américaine. Parce qu'il y a un vrai business. Et pourquoi il y a un vrai business? Parce qu'il faut savoir que chaque instance d'arbitrage, vous saisissez votre système d'arbitrage pour faire condamner un État, la facture 8 millions d'euros. Tout compris. Paiement, traduction, 8 millions d'euros. Il n'y a pas une PME qui peut exister, mais je reconnais que c'est un business pour les avocats. Donc, là aussi, on touche aux valeurs de la République. Nous sommes épris du principe que la justice, c'est quelque chose d'important. Ça n'est pas un business. Nos magistrats, il y a tout un cérémonial dans nos cours de cassation et compagnie. Il y a une raison à cela. C'est qu'effectivement, c'est un outil d'apaisement, c'est un outil de fonctionnement de la société. Là, on est en train de riper vers un système de business. Ce qui n'a rien à voir, je voudrais aussi ouvrir et fermer une parenthèse. Vous allez me dire, ouais, Martin, vous êtes gentil, l'arbitrage, ça existe depuis la nuit des temps. Oui, ça existe depuis la nuit des temps, mais entre entreprises. Quand deux entreprises ont un problème, elles n'ont pas envie d'aller devant les tribunaux, c'est leur problème. Elles ont envie de demander à quelqu'un qu'elles connaissent, un arbitre, d'arbitrer leur truc. Très bien, ça gêne personne. Là, nous sommes entre une entreprise et un État. Ce n'est pas du tout la même chose. Et nous sommes en train de sanctionner des décisions d'un peuple souverain, via ses représentants, mais des décisions d'un peuple souverain. Ça change quand même, à mon avis, sérieusement les affaires. Donc, là encore, je pense qu'il y a vraiment une grosse maldonne. On est en train de passer dans une culture anglo-saxonne qui n'est pas la nôtre et qui ne correspond pas à notre culture républicaine. En outre, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'inscrire là-dedans la notion dans l'accord Canada de la clause dite de la nation la plus favorisée. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En matière internationale, la clause dite de la nation la plus favorisée veut dire qu'un État doit accorder à tout le monde les bénéfices qu'elle accorde à un pays. Quand on signe une clause comme ça, ça veut dire que tous les pays doivent être traités de la même manière. Alors, avec une centaine d'accords d'arbitrage, tous rédigés de façon différente, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'interprétation et qu'une multinationale dise « Attendez, moi, cet accord d'arbitrage, il m'est plus défavorable, donc moi, je demande l'application de l'autre accord d'arbitrage. » Enfin, là, je ne suis pas sûr de mon affaire, mais on aimerait être au clair. En tout cas, on n'a pas un seul papier de la Commission européenne. Voilà le problème. Donc, en fait, on nous resserre l'AMI, et vous comprenez mieux pourquoi il y a eu tant d'émoi, pourquoi les Allemands s'y opposent, pourquoi il y a eu 150 000 réponses à la consultation de la Commission européenne, etc. Alors, la Commission européenne, j'arrive à la fin maintenant de mon propos, la Commission européenne ne peut pas ignorer, contrairement à ce qu'a dit Mme Hellström, elle ne peut pas continuer comme ça, la Commission européenne ne peut pas ignorer ce qui s'est passé. Donc, elle a l'intention de faire un certain nombre de modifications. J'ai vu ça ce matin. Créer un mécanisme d'appel pour limiter les risques de décisions fantaisistes des arbitres. Bah oui. Alors ça existe dans l'accord Canada, il y a une ligne. Le Canada et l'Europe pourront éventuellement créer une instance d'appel, si elles sont d'accord. C'est pas comme ça qu'on crée une instance d'appel. Enfin, c'est complètement fou ce truc-là. On pénalisera financièrement les entreprises qui multiplient les plaintes frivoles. Donc il y a bien des plaintes frivoles. On va les pénaliser, mais tout dépend de combien on va les pénaliser. Si on les pénalise d'1 milliard, oui, ça peut marcher. Si on les pénalise de quelques millions, ça ne sera pas dramatique.
Alors, autre chose là qui est plus dangereux pour les entreprises, obliger les investisseurs à épuiser tous les recours dans les juridictions nationales avant de passer à l'arbitrage international. Ça, effectivement, ça commence à être un sacré frein quand même. Là, je reconnais qu'il y a ça n'enlève pas mes questions de principe, mais on voit bien qu'il y a là une mesure qui n'est pas, si elle est vraiment mise en place. Adopter un code de conduite plus strict pour les arbitres. Ben, évidemment, c'est la foire à la corruption, ce truc-là. Et figurez-vous que là aussi on touche au principe de la République. Il y a peu d'arbitres sur la planète. Il y a environ 50 à 100 grands cabinets qui jouent le rôle d'arbitre. Mais vous pouvez exercer simultanément le métier d'arbitre et le métier d'avocat. Ah bravo, super. Dans le cas d'arbitrage entre entreprises, c'est pas un problème. Si une entreprise A accepte que monsieur machin soit son arbitre, elle vérifie qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, parce qu'elle sait faire, et puis ça peut aller. Mais dans un arbitrage État-entreprise, vous imaginez les conflits d'intérêt. Vous savez d'autre part que les arbitres sont parfois avocats. Donc il est quand même tentant, par coup de fil, de dire que tu m'embêtes pas trop, parce que toi aussi un jour tu seras avocat, machin, donc on est d'accord, on augmente quand même un peu la sauce. Les conflits d'intérêt sont majeurs. Et qu'est-ce qui se passe en code de corruption? C'est pas prévu. On a juste prévu dans l'accord Canada un guide de bonne pratique. Super, on va arrêter la corruption par un guide de bonne pratique non contrôlable et non contrôlé qui ne permettent pas des poursuites pénales. C'est d'une efficacité redoutable. Vous imaginez comme tout le monde tremble de peur. Quand vous aurez un arbitre, du Venezuela qui tranchera aux États-Unis un litige contre la France. Déjà, on voudrait savoir quel est le juge d'instruction qui sera compétent. Et ensuite, comment on va mettre la main sur le gars et comment on saura qu'il y a eu de la corruption. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, la seule question à poser à Mme Taubira, c'est de dire, mais pourquoi vous n'autorisez pas le président de la Cour de cassation à être en même temps avocat? Où est le problème? C'est qu'à l'évidence, c'est impensable. À l'évidence, c'est inimaginable. Et pourquoi vous allez l'accepter dans un système d'arbitrage État-entreprise? Je dis bien État-entreprise, entre entreprises, c'est pas un problème. Elles sont la grande majeure et vaccinées, elles savent ce qu'elles font, les entreprises. Mais dans un système État-entreprise, vous autorisez la confusion des rôles. C'est complètement fou, quand même. Voilà tout ce que... Et là, alors, on dit, voilà, on va adopter un code de conduite plus strict. Mais c'est pas un code de conduite, c'est l'interdiction du cumul. Vous êtes arbitre ou vous êtes avocat, point barre. Et deuxièmement, vous devez fournir une déclaration de patrimoine, une déclaration de conflit d'intérêt. Ça doit pouvoir être vérifié par la Cour des comptes des États en question. Enfin, on fait ça avec... On n'a pas confiance dans nos députés, on aurait une confiance sans borne dans un cabinet international qu'on ne connaît pas. C'est quand même... Enfin, il faut quand même l'expliquer aux 20 heures, quand même. C'est d'ailleurs la preuve que les journalistes persifleurs, on les trouve pas aux 20 heures. Je ferme la parenthèse. Donc, si vous voulez, voilà toutes les raisons. Là aussi, vous voyez bien que je suis très engagé dans mon propos. Mais voilà tous les dangers que j'y vois. Qu'est-ce que nous proposons, nous? Mais nous proposons une solution très simple. Nous disons, mais attendez, mettez un système copié sur celui de l'OMC. Si effectivement on passe une loi et que cette loi cause un préjudice, il est normal d'indemniser. Mais si une multinationale américaine estime qu'elle subit un préjudice, elle fait comme à l'OMC, elle va voir son État américain, elle dit faites un procès à la France, ça va pas du tout. Et on va alors avoir un procès entre États souverains, ils s'expliqueront entre États souverains, ils justifieront entre leurs choix, notamment sur le climat, etc. Et les choses se passeront normalement comme à l'OMC. N'oubliez pas qu'on a devant nous une négociation sur le climat, que cette négociation sur le climat, si elle doit être efficace, elle va forcément causer des préjudices à tout le monde, à vous, à moi et aux entreprises. Enfin, on n'imagine pas que ça puisse se passer autrement. Si on fait un effort sur le climat, il va falloir que tout le monde fasse un effort. Donc on va tous, d'une manière ou d'une autre, payer la facture. Je ne sais pas comment, mais on va le faire. Vous imaginez cette bombe atomique de système d'arbitrage, elle va fonctionner à plein régime. Et donc non seulement il faudra payer les mesures qu'on va prendre pour le climat, il faudra en plus indemniser au prix fort, sans être certain qu'il n'y a pas de corruption au passage, des entreprises qui ont subi un préjudice. Alors qu'il faut que les choses se passent normalement. Encore une fois, on n'est pas des États voyous. C'est ce qu'on a écrit dans La Croix avec le jésuite Gaël Giraud, avec le président du Secours catholique. On a été 5 ou 6 à signer une chronique en disant « Mais arrêtez, on n'est pas des États voyous quand même ». Donc, ne faites pas ce procès. Alors il dit « Ouais, mais vous vous rendez compte, si on ne le fait pas aux États-Unis, on sera embêté avec la Chine ». Très bien. Bonjour la PME qui ira faire un procès à la Chine. Son représentant, il risque d'être en prison pour, je sais pas quoi, pour espionnage, je sais pas quoi, d'y passer 20 ans.
Aucune PME n'ira faire un procès à la Chine. Donc c'est un leurre. C'est un leurre. Par contre, toutes les entreprises chinoises ne manqueront pas de faire des procès à la France. Pour prendre un exemple. Et alors, une fois, une seconde, et j'arrête. C'est vrai, je pense que maintenant vous avez bien les enjeux. Il y a maintenant le risque majeur, la bombe atomique sous-jacente qu'il faut vouloir soulever. Figurez-vous que l'article 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, faudrait-il que je le retrouve, sinon je vais vous le dire de tête. Cet article 28 est absolument antidémocratique. Et il a été accepté, on est d'accord. Il prévoit, je ne le retrouve pas, mais je le trouve dans le papier. Là, voilà. Là, voilà. En son article 218, il dit que le Conseil, c'est-à-dire les chefs d'État, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord, problème, et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur. Cela veut dire, et ça existe et ça se pratique, que des accords internationaux entrent provisoirement en vigueur avant leur ratification par le Parlement européen. Cela veut dire, puisque là nous sommes devant un accord qu'on appelle mixte, c'est-à-dire qu'il doit être approuvé par le Parlement européen et par les 28 par le Parlement, que si la Commission lance ça, n'en parle pas évidemment, mais j'ai vraiment l'intention maintenant de m'en occuper de ça et de soulever des questions écrites. Si la Commission décide que l'accord Canada, qui va être signé, entre en vigueur avant son approbation, et il y a un système d'arbitrage, le Parlement européen sera dans la capacité totale de défaire, de détricoter. Il y aura des entreprises qui auront pris des engagements, qui seront engagées. Ça sera indéfendable. C'est un peu sur un autre plan, c'est comme le mariage gay, il ne faut pas rigoler. On ne le supprimera pas. Quand des gens sont mariés, on ne les démarie pas. Enfin, c'est pareil. Enfin, je fais une parenthèse, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, mais je veux dire par là que vous n'allez pas démarier les gens. Et bien là, vous n'allez pas casser un accord qui sera entré en vigueur comme ça au bout de 2 ans. Ça, c'est quasiment impossible. Les pressions, la corruption et tout seront folles. S'ils font ça pour le Canada et les États-Unis, je ne sais pas comment ça se passera, mais à mon avis, ça ne se passera pas bien. Alors là, voilà typiquement un article qui, là aussi, alors c'est un article en main, n'est pas vraiment conforme à nos valeurs républicaines. Et maintenant, j'ai fini. Bon, écoutez, merci beaucoup. C'était très long. Parce que